Tout d'abord, je vais commencer avec les banques et le risque systémique. Le risque systémique, c'est quoi? C'est un risque que le système s'effondre. Une mégabanque en difficulté peut devenir un danger pour tout le monde. Or, la Deutsche Bank est une mégabanque. Quand une banque est très grosse, elle représente un risque pour le système national, mais également mondial. Deutsche Bank, on parle de Deutsche Bank, c'est pas un danger que pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce que Deutsche Bank, elle a prêté à des entreprises étrangères. La Deutsche Bank est elle aussi systémique que Lehman Brothers. Elle l'est bien plus encore. Mais ce serait exactement pareil avec BNP Paribas, Barclays ou JP Morgan Chase. Je serais très inquiet si l'une ou l'autre de ces grandes banques faisait faillite. La France, l'une des puissances économiques les plus importantes de la planète, elle produit 2400 milliards. La BNP, dans son bilan, elle a 2000 milliards. Donc imaginez qu'une banque comme la BNP s'effondre. Est-ce que l'État, il sera encore costaud, il sera solide? Une société, une économie nationale, un État, un continent comme l'Europe peuvent-ils encore se permettre d'avoir une telle banque à peine? C'est l'effet domino. Une banque, c'est si une banque tombe en faillite, tout le système tombe en faillite. Donc les banques, aujourd'hui, elles sont en situation de ce que l'on appelle too big to fail, trop grosse pour échouer. Cette situation, d'accord, de prix faible, de pétrole qui baisse fortement, ça va impacter deux gros acteurs. Ça va impacter tout d'abord, ça va avoir un impact sur les banques. D'accord? J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous incite à la revoir dans laquelle je parle du risque systémique. Je vais bien sûr revenir dessus. Je vais vous montrer quelques chiffres, mais ça va impacter les banques. D'accord? Mais ça va également impacter les États. D'accord? Parce qu'il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a l'Arabie Saoudite, mais il y a d'autres États, comme le Nigeria par exemple, comme le Venezuela, comme l'Algérie. D'accord? Tous ces pays dépendent beaucoup du pétrole. Par exemple, l'Algérie, c'est quasiment 85% le pétrole et le gaz, de rentrée d'argent. En Algérie, c'est crucial. Un quart du PIB en dépend. Et il représente 95% des exportations. En d'autres termes, l'économie algérienne dépend en grande partie de l'exploitation de son sous-sol. L'or noir a permis au pays de se développer. Mais aujourd'hui, la situation pose plusieurs problèmes. L'Algérie dispose de peu de leviers pour surmonter ces problèmes. Son économie repose presque entièrement sur le pétrole. Quand il disparaît, il n'y a plus grand-chose pour prendre le relais. Donc un pétrole qui est divisé par 2, par 3, ça représente des rentrées d'argent qui sont divisées par 2 ou par 3. C'est beaucoup d'argent qui est perdu. Le Nigeria également. D'accord? C'est un gros pays pétrolier. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec les banques et le risque systémique. Le risque systémique, c'est quoi? C'est un risque que le système s'effondre. Vous savez, les banques, par exemple, la BNP, d'accord, elle a dans son bilan plus de 2000 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une banque qui est aussi puissante qu'un État, parce que la France produit par année 2400 milliards d'euros. La France, l'une des puissances économiques les plus importantes de la planète. Elle produit 2400 milliards. La BNP, dans son bilan, elle a 2000 milliards. Donc, imaginez qu'une banque comme la BNP s'effondre. Est-ce que l'État, il sera encore costaud, il sera solide? Et supposons qu'une banque, elle ait prêté beaucoup d'argent aux compagnies pétrolières. D'accord? Et que ces compagnies pétrolières fasse faillite parce que le prix du pétrole, il a baissé. On est bien d'accord que les crédits que cette banque a accordés à ces compagnies pétrolières, elle peut les oublier. Et on est d'accord que ça va affecter sa solvabilité. Et on est d'accord que ça peut avoir un effet sur
non seulement la banque elle-même, mais sur les déposants, sur les entreprises auprès desquelles elle a payé et sur l'État. Pour le ministre de l'économie, la situation pourrait avoir des effets dramatiques à long terme. Je tiens donc à le dire avec gravité, l'effondrement des prix du pétrole est un danger pour l'économie mondiale. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il n'y a dans cet effondrement des prix du pétrole que des risques. Risques d'effets dominos sur les marchés, puisque ces compagnies pétrolières sont bien détenues par des fonds et par des investisseurs qui peuvent évidemment être menacés demain sur les marchés et entraîner un effet domino sur l'ensemble des marchés financiers de la planète. Et quand l'État français, quand Bruno Le Maire disait il y a des entreprises qu'on pourra nationaliser, vous comprenez pourquoi il explique, il le dit. Pourquoi il dit on va nationaliser certaines entreprises, c'est-à-dire que l'État va devenir actionnaire. Vous comprenez pourquoi? Parce que s'il ne devient pas actionnaire, c'est la faillite, mais c'est la faillite du système, c'est la faillite de l'économie. C'est l'effet domino. C'est une banque, si une banque tombe en faillite, tout le système tombe en faillite. Oui ou oui? Et donc, bien évidemment, il faut être très, très prudent. Et donc là, regardez ce papier, il est tout simplement énorme. Ici, c'est un article du Guardian. Il dit, voilà, toutes les grosses banques ont prêté des milliards de dollars à l'industrie pétrolière. Et là, on voit JP Morgan qui a prêté quelque chose comme 75 milliards. Citigroup, Bank of America, etc. Wells Fargo, JP Morgan a prêté 75 milliards. Citigroup, 52 milliards. Bank of America, 50 milliards. Scotia, etc. Est-ce que leurs crédits sont en super bonne santé? Est-ce qu'elles sont super contentes? En tout, ça représente 700 milliards de dollars. Mais, il y a également d'autres banques. Ça représente 300 milliards. Et en tout, on parle de 1900 milliards de dollars prêtés au secteur pétrolier entre 2016 et 2018. Est-ce que ça représente beaucoup d'argent? Je vous pose la question. Est-ce que ça représente beaucoup d'argent? Oui, non, mais BNP, c'est solide. Je ne dis pas que ce n'est pas solide. Hein. Attention, hein. Là, je prenais juste l'exemple. Mais je voulais juste vous montrer qu'une banque, d'accord, pouvait représenter la faillite d'une banque, pouvait représenter la faillite d'une économie. C'est pour ça qu'on appelle un risque systémique. Et les banques le savent. BPCE, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. La faillite de l'une de ces banques pourrait déstabiliser l'ensemble de la planète financière mondiale. Par exemple, aussi on retrouve aux États-Unis la grande banque Goldman Sachs ou Bank of China en Chine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de se retrouver dans cette liste? Alors on pourrait dire que non, mais paradoxalement, eh bien, ces banques, elles trouvent que c'est plutôt une bonne chose. La réaction des banques ce soir, comme de BPCE, c'est de souligner que si elles sont dans cette liste, ça veut dire qu'elles pèsent lourd pour l'économie. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène d'aléa moral. C'est quoi l'aléa moral? Je vais vous faire un petit cours parce que je pense que ça va être sympa. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'aléa moral? Pour ceux qui ont fait des études d'économie, je suppose que oui. Pour les autres, non. L'aléa moral, c'est quoi? C'est je sais que mes actions ne vont pas avoir de conséquences négatives pour moi, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si par exemple ça se passe bien pour moi, donc si j'augmente mes risques, d'accord, et que ça se passe bien, je gagne. Depuis 1995, la Deutsche Bank a versé environ 65 milliards d'euros de bonus à ses collaborateurs. C'est une somme d'argent colossale. Certains touchaient un bonus de 100 millions par an, voire plus. Ils étaient récompensés pour avoir pris des risques extraordinaires. C'est un problème. Tôt ou tard, ça dérape. Et si j'augmente mes risques et que ça se passe mal, je ne perds pas. C'est l'État qui va venir m'aider, d'accord, qui va me sauver. Ça s'appelle l'aléa moral, d'accord? Je sais que je ne perds pas. Donc, je peux prendre des risques. Est-ce que je suis tenté de ne pas prendre de risques si je sais que dans tous les cas, j'aurai rien? Je serai toujours là. On est d'accord? Ça s'appelle l'aléa moral. Et c'est ce qui s'est passé en 2007. Les capitalistes ont des retours sur investissement quand les choses vont bien,
Mais le reste de la société en paie le prix quand tout va mal. Et puis arrive la crise de 2008, où les méchants, les banques, qui ont provoqué la crise, vont être ceux qui vont recevoir tout l'argent possible. Des gens ont perdu leur maison aux États-Unis. Des salariés ont perdu leur travail. Mais où est allé l'argent? Vers les banques. Et donc ensuite, on a essayé d'augmenter ce que l'on appelle les ratios de solvabilité. C'est-à-dire qu'on a imposé aux banques d'avoir plus d'argent dans leurs fonds propres, d'accord? De mettre plus d'argent. Mais c'est quoi? C'est 5%, d'accord? On leur dit, ouais, si tu prêtes, tu dois avoir 5%, allez, 10%, allez, 11%, 12%. Mais ce n'est pas 50%. Alors qu'une entreprise, elle ne pourra jamais faire ça, d'accord? Donc, les banques, aujourd'hui, elles sont en situation de ce que l'on appelle too big to fail, trop grosse pour échouer. Et c'est pour ça que quand je parlais de BNP, je ne vous dis pas qu'elle va tomber en faillite. C'est une banque solide, c'est une banque bien gérée. J'ai plein de personnes sur Telegram qui sont à la BNP. Salut, salut les gars de la BNP. Je vous kiffe. Il y a plein de gens qui me suivent, qui sont à la BNP. Je vous kiffe. C'est une super banque. Non, ce que je vais dire, c'est que quand une banque est très grosse, elle représente un risque pour le système national, mais également mondial. Deutsche Bank, on parle de Deutsche Bank, mais Deutsche Bank, ce n'est pas un danger que pour l'Allemagne. Le Fonds monétaire international publie une étude. Page 29, on lit. Parmi les banques systémiques dans le monde, la Deutsche Bank apparaît comme le plus important contributeur au risque systémique. Dans sa déclaration, le FMI reconnaît en gros que la Deutsche Bank fait partie des banques qui ont le plus grand réseau de relations dans le monde. Si un groupe de cette importance se retrouve en difficulté, ça a des répercussions sur tout le système. Alors bien entendu, si l'un des acteurs clés du marché vient à disparaître, c'est un risque majeur pour l'ensemble du système. Ce n'est pas un danger que pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce que Deutsche Bank, elle a prêté à des entreprises étrangères. Elle a des participations à l'étranger. Donc, la faillite de Deutsche Bank, ce serait un gros problème pour l'Allemagne, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, je reviens sur les prêts. Donc, on voit que les banques, JP Morgan, mais également toutes les grosses banques américaines, elles ont prêté 713 milliards de dollars. Pétrole, gaz and coal. Est-ce que vous voyez un peu le problème? Les grosses banques américaines, elles ont prêté plus de 700 milliards de dollars. Est-ce que cet argent entre 2016 et 2018, est-ce que le pétrole était génial à ce moment-là bien précis? Je vous pose la question. On va revenir sur les graphes. Voilà, le pétrole, il était par là. 2018, le pétrole, il était à 80 dollars. D'accord? Donc là, on est ici et le pétrole, il est par là. D'accord? Donc là, on a une situation qui est quand même plutôt correcte par là. D'accord? Et puis là, le pétrole qui s'effondre. Donc ça veut dire que beaucoup d'entreprises pétrolières risquent de faire faillite. D'accord? Et bien évidemment, beaucoup de créances bancaires ne seront plus solvables parce que justement, ces entreprises pétrolières vont faire faillite. Donc ça, c'est le premier risque, d'accord? Le risque systémique, le risque bancaire, le risque effectivement de contagion. Et la contagion passerait par les banques qui ont prêté beaucoup d'argent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. OK pour ça? Deuxième risque. Là, c'est le risque pays. Donc ici, ce que j'ai fait, je me suis amusé ce matin à faire un petit tableau, d'accord? Et à vous dire, voilà, les prix du pétrole, ce que ça représente. Et puis, de parler finalement de la production. La production pour les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Irak, l'Iran, la Chine, Canada, Émirats, Mexique, Nigeria, Algérie. Ça, c'est les gros pays producteurs de la planète. Les États-Unis produisent 15 millions de barils par jour. À votre avis, est-ce qu'ils sont toujours en train de produire 15 millions de barils par jour? Je ne pense pas. 19% de la production mondiale. Avec un prix de 100 dollars le baril,
ça représente des rentrées d'argent de 547 milliards de dollars par an. Avec 80 dollars, 438 milliards. Avec 50 dollars, 273. Avec 20 dollars, 109 milliards. Donc, vous voyez un peu les pertes qui sont conséquentes et bien évidemment, le problème que ça représente. Mais, on va arriver à l'Arabie Saoudite, 12 000 milliards. Et bien évidemment, ça représente des grosses comment dirais-je, pertes d'argent. C'est des pertes sèches. C'est un gros manque à gagner. La Russie, elle produit 10 800 000 barils par jour, 14%. Et là, j'ai mis ça multiplié par 365. D'accord ? 400 milliards, 78 milliards. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on est aux alentours des 20 dollars, 25 dollars, voilà, on est plus sur 100 milliards. Ça veut dire qu'elle perd beaucoup d'argent, elle laisse beaucoup d'argent sur la table. Maintenant, c'est ça le plus important. C'est combien ça coûte. Combien ça coûte. Quand on étudie, il y a plusieurs enquêtes, etc. L'extraction du pétrole de schiste, ça coûte plus cher que celle du pétrole conventionnel. Et donc, le coût du baril de production, ça va de 40 à 90 dollars. La question que je vous pose, à 25 dollars, est-ce que ces boîtes gagnent de l'argent? À 25 dollars, est-ce que ces boîtes gagnent de l'argent? On est bien d'accord que non. Donc, si tu as un prix qui est à 25 dollars et que ça représente quasiment 100 milliards de dollars de pertes pour les États-Unis, d'accord, pour les boîtes et pour le secteur pétrolier américain. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, et là, vous avez une autre analyse de JP Morgan qui dit le break-even, c'est-à-dire le niveau à partir duquel les compagnies pétrolières américaines gagnent de l'argent, c'est 45 dollars. C'est 45 dollars. Aujourd'hui, on va regarder le US Oil. Il vaut combien? Il vaut 13 dollars, les amis. Il vaut 13 dollars. Est-ce qu'ils gagnent plein d'argent? Ils s'en mettent plein les poches? Ou ils sont en train de se ruiner là? Je pose la question. Est-ce que là, ils sont en train de gagner plein d'argent? Ils sont en train de perdre combien? Ils sont en train de perdre l'équivalent de 30 dollars par baril. On est d'accord? 30 dollars. Donc, vous faites le compte. Ici, je reviens sur ma présentation. 30 dollars, ça veut dire 150, je prends ça par 3, ça veut dire 150 milliards de dollars de pertes par an. D'accord? 150 milliards de dollars par an. Donc, ça va très, très mal. Donc, vous voyez un peu, et donc, c'est intéressant. L'Arabie Saoudite, il dit ça va de 10 dollars le baril et les coûts mondiaux varient de 30 à 40 dollars. Mais l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pays où le coût du pétrole est le moins cher. Et le moins cher. D'accord? Mais tous les Américains, là, ils sont en train de perdre de l'argent. D'accord? Donc, tout à fait. Et donc là, l'Arabie Saoudite, malgré tout, elle dit on va calmer le jeu. Et donc, ils ont dit ils vont produire moins de pétrole, 8,5 millions par jour à partir de mai contre 12,3 millions de barils début avril. Et bien évidemment, ils ont envie de commencer immédiatement parce que même eux, ça leur pose problème. Maintenant, la Russie, la baisse du pétrole leur pose problème. Beaucoup de gens ont dit la Russie, elle voulait la faillite des entreprises de pétrole de schiste. Mais encore une fois, c'est mal connaître l'économie. La Russie, elle gagne de l'argent avec le pétrole. Et là, le problème de la Russie, c'est qu'elle a une monnaie faible. Et donc, si elle n'a pas assez de rentrée d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Elle risque effectivement de se retrouver dans une situation où l'inflation va augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas tenir. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent baisser les taux d'intérêt, mais ils ne peuvent pas retenir effectivement l'économie. On va regarder la devise, vous allez comprendre un peu le raisonnement. La rouble contre le dollar.
Là, en 2014, ça valait 36. Là, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Regardez, le rouble, s'est effondré. Regardez, il est passé de 60 à 82. Ça veut dire que le dollar, il a fortement augmenté. Et donc, c'est très dangereux pour la Russie. Pourquoi? Parce que ça veut dire inflation, voire hyperinflation. Je m'explique. Là, c'est un raisonnement économique. J'ai envie vraiment de le faire de manière posée. Je pense que ça va être important pour vous. Donc, la Russie, on voit qu'il y a un vrai problème et que sa devise, elle est en train de perdre, d'accord, de se déprécier fortement contre le dollar. Quand une monnaie baisse contre le dollar, d'accord, et que cette monnaie, que ce pays, pardon, doit importer, et que les produits qu'il importe sont en dollars, est-ce que les importations en valeur vont augmenter ou diminuer? Est-ce que les importations en valeur vont augmenter ou diminuer? Si la rouble s'effondre contre le dollar, ça veut dire que les importations en valeur vont exploser à la hausse. Et là, on le voit encore une fois, le prix est passé de 60 à 80, là ça vaut 77, ça fait quand même 20%, d'accord, 20-30%. Et là, entre ici, vous voyez, c'était début février et 80, d'accord, c'est quasiment 30% là. Donc, ça fait quand même une grosse variation. Ça veut dire que les prix, ils peuvent augmenter de 30%. Donc, quand les prix augmentent de 30% des prix importés, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation? Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que quand tu importes en dollars et que tes importations augmentent, ça va se répercuter dans les prix des produits que tu vends. Et comme la rouble, elle s'est bien dépréciée de 20-30%, ça veut dire que les prix peuvent augmenter de 20 à 30%. Après, bien évidemment, il y a des produits qui sont faits sur place, mais vous comprenez un peu le principe. Et donc, si l'inflation, elle augmente de 10%, 20%, est-ce que la Russie, pour bloquer l'inflation, elle a intérêt à augmenter les taux d'intérêt ou à diminuer les taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'elle doit faire la Russie? Qu'est-ce qu'elle doit faire la Russie? Normalement, elle doit augmenter les taux d'intérêt. Mais si elle veut relancer l'économie, parce qu'aujourd'hui, il y a le coronavirus, c'est partout dans le monde, même en Russie. Si elle veut relancer l'économie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Normalement, elle devrait baisser les taux d'intérêt, comme ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé également en Europe et dans beaucoup de pays. Mais si elle baisse les taux d'intérêt, ça peut créer une inflation. Donc, vous voyez que la Russie n'a pas intérêt à avoir une situation où le pétrole s'effondre parce que ça veut dire beaucoup d'argent qui sort, un gros manque à gagner et ça risque d'aggraver sa situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est le raisonnement par rapport au pays, etc. Et bien évidemment, je n'ai pas fini. Il y a d'autres pays comme l'Algérie. 85% de ses exportations, c'est du pétrole. Le Nigeria, c'est un pays africain qui compte énormément sur le pétrole, d'accord? Et c'est pas un pays hyper riche, et c'est un pays très peuplé. Et donc, le fait que le pétrole baisse, ça représente un gros manque à gagner. Le Mexique, la même chose. Le Venezuela, etc. Et même le Canada, d'accord? Donc, même beaucoup de pays vont perdre gros avec cette crise du pétrole. Et le fait que le pétrole baisse aussi fortement, ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives pour pas mal de pays.